Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Santo entend grésiller une sonnerie. Le ton est lointain, mais il lui semble en même temps que cette sonnerie est située à l'intérieur de sa tête. Encore engourdi, Santo sent Maria, sa femme, s'agiter à son tour dans son sommeil. Depuis combien de temps ce maudit téléphone résonne-t-il ainsi? « Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il » demande-t-elle d'une voix pâteuse. Autrefois, Maria chantait, riait ou pleurait normalement. Aujourd'hui, elle n'a plus de raison de chanter ou de rire. Et il ne sert à rien de pleurer. Sans répondre, Santo se laisse glisser du lit sur le bois nu du plancher. Il se dirige tant bien que mal dans l'obscurité jusqu'à l'appareil. « Allô ?» interroge-t-il en décrochant le récepteur. « Santo ?» demande la voix à l'autre bout du fil. Même au plus profond de son sommeil, Santo reconnaîtrait cette voix. Elle parvient à ses oreilles sous la forme d'un sifflement bruyant. C'est le ton d'une personne qui confie à un tiers un grand secret, mais avec le désir de le faire connaître à la ronde. « C'est toi, Johnny? Que diable me veux-tu? »« Santo, vieille branche, est-ce là une façon de répondre à un copain? »« Copain, tu me réveilles au milieu de la nuit. C'est de sommeil que j'ai besoin et non de beaux discours. Il faut tout de même que je travaille pour gagner de quoi nourrir ma famille, non ? » « Sans doute, Santo, sans doute. Comment pourrais-je l'oublier? Travailler tout le jour, dormir toute la nuit. Un jour, tu seras le saint patron de toute la classe ouvrière. » « Ne plaisante pas, Johnny, ne plaisante pas. » Santo sent le sommeil le quitter. « Alors écoute, mon vieux, écoute bien. Il ne s'agit pas de beaux discours. Une catastrophe ferroviaire vient de se produire juste à la sortie de Fairbanks. L'un des trains spéciaux en provenance de Miami a quitté les rails ou manqué un arrêt. J'ai pas très bien compris. »« Et alors ?» demande Santo. Johnny respire bruyamment dans l'appareil. « Mais c'est là tout ce que tu trouves à dire? Réfléchis, Santo. Pour une fois, fais fonctionner autre chose que ta bedaine. Ce train spécial était forcément bourré d'un tas de gens matelassés de billets de banque, avec le seul souci de faire l'aller-retour entre New York et Miami à la recherche d'un endroit pour dilapider leur argent. » Johnny s'interrompt puis reprend lentement. Il articule chaque mot avec soin, comme s'il enfonçait autant de clous. « Fairbanks, c'est une petite ville. On demande des volontaires pour dégager les cadavres. La police ne peut en venir à bout toute seule. Elle a besoin d'assistance, surtout pour les corps. »« Je ne sais pas, » murmure Santo, plus pour lui-même que pour le téléphone. La voix de Johnny se transforme en un sifflement irrité. Santo se souvient du temps où l'autre, de plusieurs années son cadet, avait pris la parole dans une réunion syndicale. Il se souvient de sa voix, de ses yeux, de ses bras qui se levaient et s'abaissaient sauvagement. « Écoute, Santo, faudra-t-il que je me rende sur place moi-même et que je ramène les pièces à conviction pour que tu puisses te rendre compte? Tu n'auras qu'à te baisser, au mieux vider quelques poches et débarrasser quelques doigts de leurs bagues. Ils sont morts! À quoi pourrait-il leur servir désormais? Ils sont morts! Qu'as-tu à répondre à ça? »« Tais-toi une seconde, veux-tu? Il faut que j'aie le temps de réfléchir. Il y a d'autres choses à considérer. » Santo ferme les yeux et s'efforce de s'interroger lui-même sur la nature de ces choses. Il se rappelle le temps où il était premier communiant. Comme les réponses étaient faciles en ce temps-là. Les questions, il les avait toutes apprises.
Mais personne ne lui avait jamais expliqué leur sens. On ne lui avait jamais dit que, quand il faut choisir, quel que soit le choix, il y a toujours quelqu'un pour en pâtir. Cela, il l'a appris tout seul. Il faut toujours que quelqu'un pâtisse. Et chaque porte que l'on ouvre conduit vers une nouvelle porte à ouvrir. La voix de Johnny n'est plus qu'un murmure. « Et ta femme? Et tes gosses? Ton plus jeune fils souffre-t-il toujours du même mal? C'est une toux terrible. On a parfois l'impression que sa poitrine ne va pas y résister. »« Menteur !» murmure Santo qui se passe la main sur le visage. Mais il n'y a pas la moindre colère dans sa voix. Il est tout humide de transpiration. Johnny sifflote en sourdine à l'autre bout du fil. Santo veut avaler sa salive. Il a dans la bouche un goût rance. « Dans combien de temps tu seras là ?»« Dès que possible, et il me faut le temps de m'habiller. »« Bah tu feras aussi bien de manger un morceau. »« Non, j'ai pas faim. Je prendrai seulement le temps de m'habiller. »« C'est aussi bien. Ce soir, pour une fois, nous pourrons peut-être manger du beefsteak grâce à toi. Ta femme... » « Ne viens pas chez moi. J'irai te rejoindre au coin de la rue. »« Entendu, Santo. Je conduirai le camion de mon cousin Guido. Nous aurons besoin de 2 pioches, d'une pelle et peut-être de... » « Apporte ce que tu voudras. » Santo raccroche sans attendre la réponse et tend l'oreille au silence qui l'environne. Il se sent un peu malade. Il s'efforce de réfléchir, mais il est seulement capable de se souvenir. Il rejoint Maria, à présent assise sur le bord du lit. « Que se passe-t-il » demande-t-elle d'une voix morne. « À qui parlais-tu » Santo saisit les vêtements qu'il a posés sur une chaise la veille au soir et se met en devoir de s'habiller. « Où vas-tu, Santo? Que se passe-t-il » C'était Carlo, au bout du fil, ment promptement Santo. Une catastrophe ferroviaire vient de se produire à la sortie de Fairbanks et on demande des volontaires pour dégager les blessés. La police ne peut pas en venir à bout. Je crois que c'est assez grave. Mais pourquoi toi et pas les autres, les plus jeunes? Je vais me joindre à un groupe de volontaires. Bon Dieu, essaie de comprendre. La situation est tragique. Santo ne supporte pas que sa femme lui parle sur ce ton plaintif. Il sortit à grand-peine de crier. En même temps, les mots s'accrochent au passage au fond de sa gorge. « Vas-tu sacrifier des heures de ton travail? Crois-tu que vous serez indemnisé, Santo ?» Il se retourne pour lui faire face. Elle lui paraît lointaine, pareille à un spectre ou à un personnage de cauchemar. « L'argent !» dit-il avec colère. « Toujours l'argent ! N'existe-t-il donc rien en dehors de l'argent pour toi ?» Il considère sa femme et se surprend à espérer qu'elle va lui faire une autre réponse que celle à laquelle il s'attend. Mais non. « Santo, comment veux-tu qu'il existe autre chose pour nous que l'argent? Nous en manquons tellement. »« Ah, pardonne-moi, » dit Santo. « La compagnie désire notre présence sur les lieux. Ce geste sera mis à son crédit. Nous serons payés. Peut-être toucherons-nous même une prime. » Il finit de s'habiller en silence. Lorsqu'il reporte son regard vers le lit, Maria s'est retournée sur le côté et gît face au mur. Il ne saurait dire si elle s'est rendormie ou non. Alors, saisissant sa veste, il éteint la lumière et s'éclipse, sans faire de bruit, par la porte de devant. Le malheureux Santo semble bien réticent. Parviendra-t-il à accomplir la tâche qu'il s'est fixée? La réponse dans quelques instants. Un mauvais garçon, Johnny, a convaincu son copain Santo, pauvre et misérable ouvrier d'une petite ville américaine, de l'accompagner pour dépouiller les victimes d'une catastrophe ferroviaire.
Santo s'est laissé convaincre à regret, mais s'est finalement décidé. Il vient de quitter sa maison et s'apprête à rejoindre Johnny qui passera le prendre en camion au coin de la rue. Santo marche lentement dans le doux matin gris. Les rues dégagent une odeur douce et humide et la fraîcheur évoque des souvenirs à jamais perdus. Son esprit est accaparé par la pensée de Maria et des enfants. Il se présente à son esprit non pas séparément, distinctement, mais comme un magma confus de visages et de noms fondus ensemble et qui n'ont plus d'existence propre. La voix de Maria, le visage du plus jeune de ses fils, une toux, un pleur. Des souvenirs d'autrefois viennent se mêler à ce fouillis qui se modifie à chacun de ses mouvements. Il n'est plus certain de rien, sauf qu'il a l'impression de se déplacer en dehors du temps. Il marche sans but, se contentant d'avancer. Il se retourne brusquement au bruit du camion qui vient de s'arrêter au bord du trottoir près de lui. La machine s'immobilise dans un bruit de ferraille et la portière s'ouvre. Santo se hisse dans la cabine et referme la portière sur lui. Il s'adosse contre le capitonnage usé et relève le col de sa veste autour de son menton. Johnny a un rire léger, hausse les épaules et donne un coup d'accélérateur. Le camion aborde le virage en grondant, puis s'élance pesamment vers la grande route. « Ah, fais pas cette tête d'enterrement, Santo, c'est pas encore la fin du monde !»« Tout dépend pour qui ?» réplique Santo en évitant son regard. « Les faibles doivent périr afin que les forts puissent survivre. Qu'est-ce que tu dis de ça, Santo ?» « Et les vautours ? Que penses-tu des vautours, Johnny ?» Johnny fait entendre de nouveau son rire léger. Tendant le bras, il applique une tape retentissante sur la cuisse de Santo. « Toi et moi, vautours et consorts. Les vautours qui vont se repaître des dépouilles d'autres vautours. Ils se repaissent de nous lorsqu'ils sont vivants. Et nous, en vautours qui se respectent, nous leur rendons la politesse. » Ils poursuivent leur route en silence jusqu'à l'autoroute et prennent la direction du nord. Johnny siffle sans arrêt la même ritournelle, rapidement obsédante, comme un robinet qui suinte goutte à goutte, quelque part au milieu de la nuit. Santo ferme les yeux pour lui échapper et s'efforce de se détendre. « Tu sais ce qui va pas chez toi, Santo ?» demande Johnny. « C'est que t'es italien. » Santo ouvre les yeux et fixe le long ruban de l'autoroute. « Et tu sais ce qui cloche chez les Italiens ? C'est qu'ils constituent une race entière uniquement composée de ventres ambulants. Les femmes sont toujours enceintes et les hommes n'arrêtent pas de manger. Et je pense pas qu'il y ait eu un Italien auquel il soit venu une autre idée depuis Léonard de Vinci. » « Ça vaut pour toi, Giovanni mio. Oublierais-tu que t'es aussi italien ?» répond Santo d'une voix lasse. « Oui, mais moi j'ai plein d'idées là-dedans, » dit Johnny en se tapotant gentiment la tempe. « Plein d'idées américaines !» Déjà, l'autoroute longe la ligne de chemin de fer. À la première sortie, Johnny s'engage dans un chemin de terre. La catastrophe apparaît à leurs yeux après un virage cahotant sur la droite et lorsqu'ils ont franchi le sommet d'une colline en pente douce. Le camion s'engage lentement sur cette pente. Santo n'a jamais vu de catastrophe ferroviaire. Les seuls trains dont il ait souvenance sont les convois luisants, couleur bleu et argent, qui défilaient avec un bruit de tonnerre devant les équipes travaillant à proximité de la voie, ou les tortillards d'un rouge terni qui s'époumonaient le long de la côte entre les petites stations balnéaires. Le spectacle qui s'offre maintenant à ses yeux ressemble à ce qu'il a pu voir aux informations de la télé. Un chaos de morts entouré de silence. Un amas de ferraille avec des poutres, des éclats de bois et de métal saillants. De place en place, il distingue de petits flocons de fumée qui s'élèvent pour aller se dissiper un peu plus loin. L'étroit épaulement de chaque côté du ballast est pointillé par endroits de couvertures sombres.
Il sent le même goût rance que précédemment lui venir à la bouche. 2 corps n'ont pas été recouverts. Peut-être manque-t-on déjà de couverture. Johnny dirige le camion vers une petite tente de toile qui a été dressée vers le centre du sinistre. Un homme brun et trapu en sort et leur fait signe de s'arrêter. Johnny répond d'un geste de la main et immobilise son véhicule près de la tente. Santo tend la main pour ouvrir la portière de son côté. Johnny le retient par la manche. « Eh, au cas où on nous demanderait nos noms, je m'appelle Williams et toi Candoli. »« Compris, Williams, » répond Santo. Ils descendent du camion et Johnny contourne vivement son compagnon pour s'avancer vers le gros homme. « Je m'appelle Williams et voici mon ami Candoli. Nous sommes venus vous offrir nos services. Nous avons appris par la radio que la police ne pouvait dégager tous les blessés et que vous aviez lancé un appel pour recruter des volontaires. » Le gros homme crache à ses pieds dans la poussière et lance en direction de Santo. « Ah, pour ça, on peut toujours compter sur la radio. »« Qu'entendez-vous par là? »« On peut toujours compter sur la radio pour exagérer les proportions d'un accident. »« Ben, et ça ?» demande Johnny en désignant les wagons renversés et éventrés. « C'est pas le train de plaisir de Miami ?» Il a cessé de sourire. « Pas même celui de Hoboken, mon petit gars, » répond le gros homme en crachant de nouveau par terre. « Ben, puisque vous vous êtes dérangé, vous pouvez peut-être nous aider à déblayer ce Capharnaüm. Nous sommes à court d'outils, peut-être en avez-vous apporté par hasard. »« Oui, nous avons une pioche et 2 pelles, » répond machinalement Santo. Il pourra encore rentrer à temps pour prendre son petit déjeuner et se présenter à son travail à l'heure. Mais avant tout, il voudrait voir son copain, le soi-disant américain, l'homme au cerveau farci d'idées, à l'œuvre. De toute manière, ne sont-ils pas venus offrir leur aide? Eh ben, empoignez donc vos outils et commencez au bout de la ligne. Nous avons déjà dégagé la majorité des voyageurs, sinon tous. Le train n'était pas très chargé. Si vous découvrez un cadavre, eh ben, appelez donc un de ces types, il s'en occupera. Il dissimulera sous une couverture. Le gros homme crache de nouveau avant de rentrer sous sa tente. Johnny regarde avec des yeux ronds le petit groupe d'hommes qui se penchent sur leurs outils. Santo revient au camion et en tire la pioche et les 2 pelles. Il met celle-ci sur son épaule et passe la pioche à Johnny. « Volontaire, en avant, marche !»« Ah, quelle malchance! J'en ai le sang qui bout dans mes veines !» Santo laisse échapper un petit rire. Il voudrait s'esclaffer bruyamment et donner de grandes claques dans le dos de Johnny. En fait de train de plaisir, c'est un modeste tortillard qui s'est renversé. Ils descendent le long de la ligne vers le petit groupe d'hommes. Ils rejoignent un homme appuyé sur sa pelle qui observe 2 autres compagnons de travail. Un petit paquet d'étiquettes jaunes apparaît dans la poche de son veston. « Nous sommes volontaires », explique Santo lorsque l'homme lève les yeux vers eux. Il a la même expression que l'homme de la tente. Santo s'attend à le voir cracher d'un instant à l'autre. Malgré tout, il se redresse et dit, après avoir inspecté la ligne à l'arrière du train, « Nous avons déjà déblayé la plus grande partie de ce côté. Je vois pas pourquoi on vous envoie vers nous. Passez plutôt de l'autre côté. Là-bas, ils ont peut-être besoin de vos services. Ils ont commencé après nous. » Johnny et Santo s'exécutent. Tandis qu'ils s'engagent dans la direction indiquée, Johnny ramasse un caillou et le lance vers une poutrelle qui gît en travers de la voie. Elle va frapper un objet en soulevant un petit flocon de poussière. Un objet de couleur jaune renvoie la lumière et déboule dans la terre meuble. On entend soudain un gémissement. Santo étreint l'épaule de Johnny. « Écoute !» Le gémissement s'élève de nouveau. Santo retient sa respiration. Il jette un rapide regard en arrière vers le petit groupe d'hommes dont ils sont séparés par une voiture. Nul ne peut les voir. Un nouvel éclat jaune frappe son regard. Johnny se laisse tomber à genoux et se met à remuer la boue à 2 mains. Il s'assied sur ses talons et tend un bracelet d'or à Santo pour lui permettre de le voir.
Santo laisse tomber sa pelle et le repousse de côté, l'écartant de la femme. « Elle est vivante. T'es cinglé, dit Johnny. Tes oreilles te jouent des tours. Aide-moi à la tirer de là. » Chacun saisissant une extrémité de la poutrelle, il dégage le corps de la femme. Elle est couchée à plat ventre. Il la retourne sur le dos. Santo s'agenouille près d'elle et colle son oreille sur sa poitrine. Il entend son cœur qui bat faiblement et se redresse sur les genoux. Elle est vivante. Santo observe Johnny. Il a le regard d'un enfant effrayé. Son visage, son pauvre visage, murmure-t-il plaintivement. Santo regarde alors le visage fracassé, couvert de bleu et d'échymose, dont les yeux sont grands ouverts. Il entend Johnny choir sur les genoux et être pris de vomissements. Pour sa part, il pose de nouveau sa main sur la poitrine de la femme. Il sent le doux battement cadencé du cœur. Et soudain, le vide se fait dans sa tête. La main à plat sur la poitrine, il appuie de toutes ses forces. Santo tend la main et retire une broche du vêtement de la morte. Il s'empare ensuite de 2 bagues. L'une porte un diamant. Il la glisse à son doigt. Elle était pratiquement morte, explique-t-il dans le silence qui les entoure. Elle était morte. Et mes enfants, eux, ont le droit de vivre. Ils ont le droit de vivre. Je regrette, mais ainsi va la vie. Du moins, la nôtre. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.